c'est bon. OK, très bien. Donc, je me présente, Marco Vermeil, donc je suis juriste, à la CNIL. Je ne sais pas si je vais vous réexpliquer ce qu'est la CNIL. Je pense que si vous êtes là, déjà, vous situez à peu près. Donc nous, on est une autorité administrative indépendante et donc on est là pour veiller, au respect, en fait, des textes juridiques qui protègent, les données personnelles, en fait, des citoyens français. Et donc, on a plusieurs directions à la CNIL. Donc, il y a des services qui sont spécialisés, par exemple, afin de traiter des plaintes, d'autres qui vont l'être pour, effectuer des contrôles, auprès des entreprises, mettre des sanctions et cetera. Et donc, moi, je suis à la direction des relations avec les publics. Donc, nous, nos missions, en fait, c'est de conseiller, d'accompagner, nos différents publics. Donc ça peut être à la fois des professionnels mais aussi des particuliers et cetera. Donc, je crois qu'il y a un micro qui doit être ouvert là. Si la personne peut fermer son micro, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Et donc, on reçoit finalement donc des demandes, écrites, mais on a également une permanence juridique téléphonique. Donc on a des téléconseillers, juridiques en fait, qui peuvent répondre aux questions par téléphone. Donc on est un peu, si vous voulez, la porte d'entrée, de la CNIL et toutes les demandes, qui arrivent, juridiques en fait, passent, par nous. Donc, pour vous montrer un peu quelques chiffres, sur l'année 2021, on a eu 160 000 appels reçus, 17 000 requêtes écrites. Après, on a notre service des plaintes qui a traité à peu près 15 000 plaintes. Donc, sur les requêtes écrites, on est déjà sur des demandes qui sont souvent un peu plus complexes et qui nécessitent, voilà, une étude plus approfondie. Et les appels, voilà, tout le monde peut nous contacter. Donc comme je vous dis, ça peut être tant des professionnels qui essayent, justement de se mettre en conformité, sur des points précis, au RGPD et cetera, que, des particuliers qui, eux, se posent des questions sur la protection de leurs données et qui, du coup, vont nous interroger. Donc là, nous, avec tout ce panel, en fait, de public qui nous sollicite, on se rend compte, voilà, de l'importance, de mieux sensibiliser les particuliers aujourd'hui à la protection de leurs données et qu'il y a une réelle demande et beaucoup de points, flous, que les gens rencontrent au quotidien. Et donc, à ce titre-là, en fait, dans notre direction, on va développer, on est en train de le faire actuellement, un pôle, de sensibilisation, des particuliers pour les sensibiliser sur leurs droits et cetera. Donc finalement de faire ce webinaire avec vous, dans le sens où on va être amené là à essayer de travailler de plus en plus avec des relais, tels que des professionnels de l'inclusion numérique, des conseillers numériques et cetera, que ce soit au sein des France Services, au sein des départements, des villes et cetera. Donc, je pense que vous aussi, si à la fin vous pouvez nous faire remonter éventuellement des questions que vous rencontrez, sur le terrain, ça peut être, très intéressant. Donc effectivement, vous êtes, un peu des relais, pour transmettre toutes ces bonnes pratiques, parce que nous, on a notre site internet qui est très consulté. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité de se déployer et d'être au contact, quotidien, à part par notre permanence. Donc, c'est un peu à vous aussi de transmettre ces bonnes pratiques, et ça se fait, au quotidien, alors je suis désolé monsieur Foucret, je vais vous taper un peu dessus, mais par exemple, organiser, une réunion, avec, Teams, qui est un outil, du coup, qui passe par Microsoft, ça fait partie des schémas qu'on essaye un peu de faire évoluer. Alors, effectivement, on est très dépendant de ces technologies aujourd'hui. On voit peu les alternatives, mais parce qu'elles nous sont peu montrées aussi et donc on essaye d'y travailler. Heu, Pareil, par exemple, je crois que c'était votre, formulaire d'inscription qui était sur Google Forms. Aujourd'hui, on a vraiment des organismes qui existent, hein, comme Framaform et cetera, qui sont des organismes français qui collectent pas les données personnelles et cetera. En fait, on se rend compte que c'est plein de petites pratiques que, même en tant que professionnel, on n'a pas forcément assimilées. Et donc, c'est bien déjà de nous s'en rendre compte pour pouvoir, le transmettre auprès des particuliers de manière générale. Donc, moi, ce que je pense, intéressant, c'est que je vais essayer de remonter avec vous, sur les questions qu'on reçoit le plus de la part des particuliers, et du coup, celles auxquelles vous pourriez, enfin vous, finalement, sur votre, terrain, être, le plus confrontés. Donc, par exemple, sur nos pages, Heu, sur notre site les plus consultés, on avait justement, les cookies, les outils pour les maîtriser, ça c'était notre page la plus consultée. On a eu comment générer un mot de passe solide, aussi comment faire régulièrement le ménage dans l'historique de navigation.
Donc ça, c'est vraiment du coup des questions que se posent, les particuliers, hein. Donc, pour partir des cookies, après je ne sais pas si vous serez confronté à ce type de questionnement-là, mais du coup aujourd'hui, il y a énormément de gens qui déjà essaient de comprendre ce que c'est un cookie. Heu, donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous expliquer un peu les règles et cetera sur, les différents domaines. Mais après, je vous enverrai en fait une documentation qui renvoie vers toutes nos pages parce qu'en fait, on a un site internet qui est extrêmement complet. Actuellement, quasiment toutes les questions que rencontrent les particuliers, vous pouvez trouver une réponse directement sur notre site. Simplement, il faut réussir à naviguer dessus et cetera, c'est pas toujours évident. Donc, je vous enverrai une page en fait qui résume, les différents liens thématiques les plus demandés finalement. Donc les cookies, déjà d'expliquer un peu aux gens ce que c'est, parce que les gens comprennent pas forcément. Donc c'est des mini espions en fait qui vont sur leur terminal et qui les suivent. Et aujourd'hui, vous voyez bien sur toutes les pages internet, on a ce bandeau qui apparaît, qui, parfois, peut apparaître ennuyant parce qu'il faut toujours, le faire disparaître. Mais aujourd'hui, c'est un outil qui est réellement utile et pratique, pour déjà être moins pisté, et laisser moins de traces, sur différents sites. Nous, on s'est battu voilà, à la CNIL pour justement obliger, les plus grands acteurs, du numérique à permettre aux gens de refuser, aussi simplement, que de les accepter, les cookies. Donc ça a mené à des batailles un peu judiciaires, hein. Google a pris une amende, récemment, TikTok également. Mais donc ils se mettent au fur et à mesure en conformité. On le voit bien, sur le paysage numérique, de plus en plus de sites qui respectent, ces règles-là. Même si aujourd'hui on a encore quelques résistants, et ça, quelques personnes s'interrogent là-dessus quand on a des sites qui, par exemple, nous demandent, «Est-ce que, vous acceptez les cookies? Sinon, payez un abonnement». Et donc ça, c'est une pratique qui se développe aussi parce qu'aujourd'hui le Conseil d'État, en fait, n'est pas d'accord avec nous et donc nous, on considère que c'est une pratique, qui est abusive, mais aujourd'hui on ne peut pas encore l'interdire. Donc il y a peut-être des évolutions qui vont se faire, par la suite. Mais donc, vous voyez que l'idée des cookies, en fait, est assez importante, où les gens se rendent compte finalement, de la protection de leurs données, ce que c'est quelque chose qui est, aujourd'hui un vrai sujet et ils ont quand même envie de pouvoir, se protéger. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, si vous n'avez pas de compte, je ne sais pas, Instagram, Heu, en fait, Instagram a énormément d'informations sur vous, dès lors qu'Instagram va placer des cookies sur plein de sites internet différents et donc en fait, notre navigation, qui se fait sur des sites, même si vous allez réserver, un billet d'avion, acheter une nouvelle paire de chaussures ou quoi que ce soit, des réseaux sociaux auxquels vous n'avez pas forcément de compte et cetera, vont, eux, pouvoir collecter des informations sur vous. Donc on se rend compte aujourd'hui que le cookie, c'est vraiment un outil qui est extrêmement important et qui fait tourner, toute l'économie de la publicité en ligne. Parce qu'on peut récupérer des données sur nous partout, même si on n'est pas client habituel de telle ou telle entreprise. Et donc, sur notre site internet, on retrouve toutes ces explications sur comment fonctionnent les cookies, comment on peut les refuser, et cetera, comment on peut les supprimer, ceux qui sont enregistrés, et cetera. Concernant, les mots de passe, ça, je pense que du coup, c'est peut-être plus quelque chose, que vous rencontrez, en matière d'inclusion numérique, et cetera. Comment générer un bon mot de passe, des bonnes pratiques à transmettre. Donc, je ne pense pas que je vais vous apprendre quelque chose, mais du coup, vraiment appuyer sur l'idée d'avoir un mot de passe unique, pour chaque compte. En fait, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous, à la CNIL, on reçoit toutes les notifications de violation de données. Donc, c'est-à-dire quand une entreprise, un organisme public subit un piratage ou une fuite de données ou ce genre de choses, c'est signalé auprès de la CNIL. Et donc, dites-vous que régulièrement, tous les jours, des organismes, ont leur base de données qui est piratée, et cetera. Ce qui fait qu'on est sur des cas très réguliers où, je ne sais pas, j'ai un compte, sur tel ou tel réseau social qui se fait pirater, la base de données est récupérée, mon mot de passe est récupéré. Le premier geste, de certains, hackers et cetera, ça va être d'aller tester mon mot de passe avec mon adresse mail sur énormément d'autres plateformes et ce qui fait qu'en fait, si on a un seul mot de passe pour tout, tous nos comptes vont tomber un par un. Ça, c'est vraiment un cas qui est assez régulier. On rencontre des gens qui sont dans ces situations-là. Donc d'inviter les gens finalement à avoir un mot de passe différent, ça peut être conservé sur un carnet écrit, je dirais que c'est le mieux. Mais après aujourd'hui, vous avez des très bons gestionnaires de mots de passe qui vous permettent d'enregistrer finalement à tous les mots de passe, à un endroit comme KeePass ou ce genre, d'outils et ça centralise et ça permet d'avoir un mot de passe différent pour chaque site.
Et pareil, bah, d'avoir un mot de passe qui est fort. On est encore aujourd'hui trop sur des personnes qui mettent, voilà, des informations personnelles, leur date de naissance ou celle de leurs enfants et cetera, des prénoms, des noms, le nom de leur animal de compagnie, qui sont du coup des infos qui sont très facilement, heu, faciles à retrouver et donc derrière, il peut y avoir des piratages ou ce genre de problèmes. Donc ensuite tout ce qui est ménage dans l'historique, Heu, là, c'est vraiment la question des traces, qu'on va laisser. Donc comment nettoyer tout un historique dans un navigateur? Comment nettoyer tout notre historique qui est enregistré sur notre moteur de recherche qui finalement piste, toutes nos recherches, qu'on a effectuées sur les réseaux sociaux, les contenus qu'on a aimés et cetera, notre historique de géolocalisation. En fait, on a des historiques enregistrés partout et donc l'idée, c'est, comment faire pour essayer justement, bah, de réduire ces traces-là. Donc nous, on propose sur notre site internet des guides, directement pour chaque outil, comment effacer telle ou telle donnée, au cas par cas. Je ne vais pas vous faire le listing avec vous, mais du coup, c'est des outils que vous pouvez partager, finalement avec les personnes que vous accompagnez. Donc dans nos demandes les plus reçues, au sein de notre service, on a énormément de demandes liées à tout ce qui est bancaire. Alors ça s'explique parce que, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le fichier Ficoba. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce fichier, c'est possible que des personnes, vous en aient parlé. Heu, en fait, c'est un fichier national qui regroupe tous nos comptes bancaires, ouverts à notre nom. Ce qui fait que, quand on est un soupçon, voilà, d'usurpation d'identité, heu, il y a énormément de gens qui font des prêts et cetera en ligne, directement en récupérant nos documents et cetera et donc la plupart des gens qui se retrouvent dans cette situation, vont interroger ce fichier qui est le fichier Ficoba, donc qui est détenu, pas par la CNIL parce que nous, on est un intermédiaire. En fait, ils vont faire leur demande auprès de la CNIL et nous, on va la transmettre ensuite à l'administration qui détient ce fichier. Et aujourd'hui, il y a une explosion, des personnes, qui du coup sont confrontées à ces problèmes d'usurpation d'identité et qui derrière vont, devoir interroger le fichier, Ficoba. Donc ça peut être des demandes éventuellement, que vous pouvez rencontrer, sur le terrain. Moi, j'ai régulièrement, par exemple, des personnes âgées qui du coup sont un peu affolées, sur ces thématiques-là, qui du coup s'interrogent sur comment exercer leur droit d'accès à ce fichier et donc qui n'ont pas forcément, derrière eux la possibilité de le faire en ligne sur le site internet parce qu'ils ne comprennent pas du tout, la démarche. Voilà, quand on a des personnes qui souffrent d'électronisme ou ce genre de choses et derrière du coup, c'est sûrement des personnes que vous allez accompagner vous, pour effectuer ce type de démarche. Donc c'est quand même un aspect qui est assez important aujourd'hui, le fichier Ficoba et cet accès, c'est demandé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et donc ça rejoint, une autre demande qu'on reçoit beaucoup qui est liée aux arnaques. Vraiment, il y a aujourd'hui une inquiétude, de la population, des particuliers par rapport aux arnaques en ligne. Parce qu'il y a une prolifération finalement de ces arnaques, hein, qui sont, bah, toutes plus ou moins bien ficelées. Nous-mêmes à la CNIL, il y a énormément de personnes qui se font passer pour la CNIL, qui contactent des entreprises, qui leur font des fausses amendes RGPD, qui derrière vont récupérer de l'argent, ce genre de choses. Et pour les particuliers, on a vraiment de tout, moi j'ai eu pas mal de particuliers qui avaient reçu par exemple un faux mail de la police, comme quoi ils consultaient des contenus pédopornographiques, et cetera. Il y a vraiment énormément de pratiques différentes et ces arnaques-là, en fait, conduisent quasiment toutes, en fait, à de l'usurpation d'identité. C'est un peu le but, c'est de récupérer des documents, alors soit de récupérer de l'argent directement, mais aujourd'hui, c'est plutôt de récupérer des documents qui vont permettre derrière, de faire des prêts ou ce genre de choses et donc les gens le rencontrent énormément aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qui est, demande de logement, de location. Il y a énormément d'arnaques liées à ces problématiques-là et de manière, générale, en fait, à la transmission de documents. Ce qui fait que aujourd'hui, les gens ont une frilosité qui est de plus en plus importante à transmettre, leurs données personnelles, leurs documents, ce qui en soit positif. Mais du coup, ils n'ont pas forcément d'alternative, aujourd'hui, si vous voulez prendre un appartement sur le bon coin et cetera, vu la tension du marché dans certaines régions, et vous êtes parfois obligé, ou les agences ou les particuliers vont vous demander d'envoyer vos documents et si vous ne le faites pas de toute façon dans l'immédiat et que vous tiquez pour la protection de vos données, vous ne serez pas prioritaire. Donc il y a vraiment une question aujourd'hui, là-dessus
et ce qui amène en fait aussi à la question de la collecte de la carte nationale d'identité. C'est une question qu'on reçoit beaucoup. Par exemple, il y a de plus en plus d'organismes et de sites, qui vont demander à des particuliers de donner leur carte d'identité. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être aujourd'hui Le Bon Coin, et cetera, des sites aussi tout ce qui est lié au paiement en ligne, par exemple Vinted ou ce genre de choses. Et donc les gens, s'inquiètent et posent beaucoup de questions sur, «J'ai pas envie de transmettre ma carte d'identité parce que potentiellement ça va partir sur des serveurs aux États-Unis, je sais pas ce qui va en être fait» et cetera et cetera. Donc c'est comment aussi derrière les rassurer, par rapport à ça. Nous, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on leur explique que dès lors qu'une entreprise ou quoi que ce soit veut traiter vos données personnelles, il faut que ce soit proportionné et nécessaire. Donc il faut interroger ce qu'on appelle en fait les délégués à la protection des données. C'est, aujourd'hui, l'interlocuteur privilégié avec une entreprise ou un organisme public pour toute question qui va être relative à la protection des données. Ça veut dire que si vous rencontrez, vous, sur le terrain, voilà, quelqu'un qui s'interroge, sur le traitement de ces données par tel ou tel organisme, telle ou telle entreprise, et le premier réflexe finalement à avoir, c'est de poser la question, d'inviter, vos usagers à poser la question aux délégués à la protection des données, en fait. Et eux, derrière, vont, pouvoir justifier et vont essayer en tout cas de justifier si des fois c'est disproportionné, la collecte de telle ou telle information. Donc quand une carte d'identité est demandée, c'est d'interroger le délégué sur, «OK, pourquoi vous me demandez cette info? Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire?» Et ensuite, une fois qu'il y a une réponse éventuellement du délégué qui est non satisfaisante ou une absence de réponse dans un délai d'un mois, et là vous pouvez enfin la personne que vous accompagnez peut saisir la CNIL d'une plainte. Et nous ensuite, on va évaluer en fait la demande, de l'usager et par rapport à la réponse du délégué à la protection des données et vérifier si justement les documents demandés sont bien, légitimes, par exemple. Et donc aujourd'hui, ce qui est, intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui demandent un dispositif alternatif. Donc comment justifier notre identité finalement, mais sans envoyer des documents, on a peur que derrière il y ait des fuites et cetera, il suffit qu'il y ait un piratage ou que ce soit réutilisé à des mauvaises fins. Et donc, ce qui est développé aujourd'hui avec le service France Identité, c'est assez intéressant, parce que pour le coup, ça va permettre d'effectuer des démarches en ligne en justifiant notre identité, par un QR code, sans envoyer directement notre document. Donc on est sur une protection accrue, finalement, de nos données personnelles. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas, communiquer, leur pièce d'identité, mais qui sont obligés de le faire dans ce qu'on appelle en fait, les, les obligations LCB-FT, c'est-à-dire que les organismes qui traitent, des flux financiers et cetera, une banque, un organisme de paiement en ligne, par exemple, sur la plateforme de Leboncoin ou Vinted, ont des obligations légales de conserver, les documents d'identité des personnes, pour lutter contre les fraudes fiscales ou ce genre de choses. Et donc les gens sont contraints d'envoyer leur pièce d'identité parce que c'est la loi et finalement, il y en a beaucoup qui souhaitent mettre parfois ce qu'on appelle des watermarks. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu des usagers qui vous ont parlé de ça, mais en clair de dire: «OK, moi je veux bien envoyer ma pièce d'identité à ma banque. Par contre, j'écris dessus, un filigrane avec écrit voilà, c'est réservé pour la banque et cetera à telle date», pour éviter une réutilisation, frauduleuse en fait de leur identité. Et donc dans ces cas-là, c'est refusé aujourd'hui, par les banques au titre, justement de leur obligation de collecter une pièce d'identité qui est pleine et qui n'est pas altérée. Et donc, c'est là où, finalement, des outils comme France Identité vont permettre d'envoyer, voilà, un locataire, enfin un propriétaire pour une location à un tel organisme, à Airbnb ou je sais pas quoi, un justificatif d'identité, mais qui du coup est unique et qui va pas entraîner des risques, derrière de réutilisation, que ce soit en cas de fuite et cetera. Donc ensuite, on a un sujet qui est extrêmement important chez les particuliers, qui est en fait la vidéo. Tout ce qui est caméra, vidéosurveillance, vidéoprotection. C'est vraiment les demandes que l'on reçoit énormément, au téléphone. On a une énorme partie, de demandes, qui sont liées à ces sujets. Donc il faut distinguer plusieurs cas. Vous avez le cas du particulier qui veut installer donc une caméra chez lui et donc dans ces cas-là, il y a des règles, précises à respecter. Il y a le particulier qui se plaint, de son voisin qui en a installé une. On a vraiment des guerres entre voisins,
qui sont liées à ces sujets. Alors souvent, il y a des problématiques antérieures, déjà les voisins s'entendent pas et cetera, mais donc rajouter des caméras là-dessus, ça génère vraiment des conflits. Et donc, les règles à respecter sont résumées sur notre site. Je vous enverrai, les pages et cetera. Mais pour vous faire un petit topo, si jamais vous êtes, face à ce type de situation, aujourd'hui, un particulier, en fait, peut, installer un dispositif de vidéosurveillance pour surveiller sa propriété, mais uniquement s'il filme l'intérieur de sa propriété. Donc on peut filmer l'intérieur de notre jardin, de notre maison et cetera. Mais il y a interdiction formelle, de filmer la voie publique. Donc, un bout de trottoir, la rue, une impasse et cetera, c'est pas permis, même pour surveiller son véhicule ou ce genre de choses. Et impossible aussi du coup de filmer, bah, le la propriété d'un voisin. Donc, il y a vraiment beaucoup de conflits liés à ça. Et pareil pour les particuliers qui installeraient des caméras chez eux, dès lors qu'ils vont employer du personnel, que ce soit des jardiniers, voilà, aide à domicile, ce genre de choses, garde d'enfants, ils doivent informer ces personnes et leur permettre aussi de désactiver le dispositif, lors de leurs heures de travail, en fait. Ils n'ont pas à être filmés en continu sur leur poste de travail. Et on rencontre beaucoup de situations comme ça où, par exemple, chez des personnes âgées, il y a des inquiétudes, bah, légitimes, hein, de la part de leurs enfants, de s'il y a une chute ou quoi que ce soit, de leurs parents et donc ils installent des dispositifs de vidéosurveillance et il y a souvent des conflits, très prégnants entre, bah, des aides à domicile qui ne souhaitent pas être filmées, pendant qu'ils travaillent et du coup les autres, personnes qui ont installé ces caméras. Donc on a beaucoup, beaucoup de plaintes, liées à ce sujet. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les caméras, c'est quelque chose qui est de plus en plus accessible à chacun et donc ça «prolifère» entre guillemets un peu partout, hein, que ce soit chez les particuliers ou dans d'autres, domaines. Donc là, justement, on a aussi une page sur tout ce qui est caméra au travail et ça, c'est une question qui est récurrente de la part, bah, des particuliers. En tant que salariés, ils font l'objet souvent de surveillance, du coup de la part de leurs employeurs qui finalement ne respectent pas les règles, soit ne les connaissent pas, soit ne les respectent pas, heu, directement et donc aujourd'hui, par exemple, un salarié n'a pas à être filmé en continu sur son poste de travail. On ne peut pas installer une caméra qui vous filme en continu sur votre bureau et cetera. À part dans des conditions vraiment particulières, vous voyez, si vous manipulez des fortes sommes d'argent, ce genre de choses, des matières sensibles, mais ça doit davantage, par exemple, filmer la caisse, que la personne en elle-même. Et donc c'est pareil, l'usage du son, sur des caméras, c'est interdit. Les caméras, elles sont utilisées à des fins précises, qui est sécurité des biens et des personnes. Donc c'est typiquement s'il y a des violences qui sont commises dans vos locaux ou des vols, mais c'est surtout pas, en fait, pour faire une remarque à un salarié sur la qualité de son travail ou ce genre de choses. Et on a vraiment aujourd'hui, bah, comme je vous dis, c'est des outils très accessibles. Les entreprises qui vendent ces outils, ces solutions-là en font beaucoup la promotion auprès de ces entreprises. Et donc, on a une utilisation qui est très importante et de plus en plus de salariés qui remontent, bah, cette sensation finalement d'être pistés, d'être espionnés et donc, bah, de ne pas pouvoir être aussi, agir en liberté, sur leur lieu de travail. Il y a un mal-être vraiment qui ressort. Donc nous, on traite les plaintes, sur tous ces domaines. Également dans les commerces, donc là, c'est la même chose, vous pouvez, filmer, les commerces pour éviter les vols, les violences et cetera, mais il y a des nécessités d'information, des panneaux doivent être affichés avec des mentions précises. Honnêtement aujourd'hui, tous les endroits, moi que je rencontre, que ce soit les centres commerciaux et cetera, tous les magasins, aucun ne respecte, la législation qui est recommandée par la CNIL en termes d'affichage, de panneaux d'information. Donc il y a un travail qui est très important à faire, là-dessus. Et sur la voie publique, aujourd'hui, c'est uniquement, les mairies et cetera qui peuvent filmer la voie publique. Un commerçant ne peut pas filmer la rue et cetera. Il peut filmer, très légèrement les abords et l'entrée, de son commerce, mais ça doit vraiment être sur la façade, mais pas la voie publique. C'est réservé, heu, aux mairies ou préfectures et cetera. Et donc, de toute façon, les gens ont un droit d'accès aux images. Petite situation, si jamais vous la rencontrez, on a beaucoup de personnes qui, par exemple, ont eu un accident de voiture ou se sont fait agresser dans la rue. Il y a des caméras qui sont disposées et donc ils demandent à accéder, aux images, voilà, à des fins de poursuite, judiciaire, soit pour retrouver quelqu'un ou pour justifier de ce qui s'est passé. Et donc, en fait, nous, la CNIL, on peut garantir leur droit d'accès aux images qui les concernent. Ça, c'est le RGPD qui leur offre un accès aux images
sur lesquels ils apparaissent. Simplement, les droits des tiers doivent être respectés, c'est-à-dire qu'on va devoir flouter une personne qui apparaît sur l'image ou un véhicule qui apparaît sur l'image. Et donc, ça ne peut pas vraiment être utilisé en fait, à des fins de poursuite. Et là, il faut déposer plainte vraiment auprès de services de police pour pouvoir accéder aux images complètes. Donc, c'est la police qui va réquisitionner les images et qui, elle, va constater voilà, telle plaque d'immatriculation sur tel véhicule. Alors aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est très important et que les gens rencontrent beaucoup, c'est le refus de la part des services de police ou de gendarmerie de prendre une plainte qui est liée de manière générale à la protection des données. Souvent sur des caméras du coup, mais c'est très important d'expliquer en fait à ces personnes que la décision de la recevabilité d'une plainte en fait ne relève pas de la compétence de la police ou de la gendarmerie, mais du procureur. Et donc, finalement, c'est pas à la police d'apprécier le bien-fondé d'une plainte ou non. Ils sont tenus, aujourd'hui, de prendre une plainte. Donc, vraiment, les personnes qui obtiennent des refus, de la part de la police de prendre une plainte, ils doivent leur expliquer que non, non, c'est une obligation pour eux de traiter la plainte et que c'est pas à eux de la refuser ou pas. Et derrière, ils peuvent directement écrire au procureur de la République. Et ça, en fait, c'est un point qui est très important à expliquer aux particuliers parce qu'on a vraiment beaucoup de gens qui, du coup, n'exercent pas leurs droits simplement parce qu'en face d'eux, ils ont des agents qui leur disent: «Non, non, on ne prend pas, on ne traite pas», alors que c'est un droit. Donc également, un point qui est assez important, tout ce qui est lié au fichage. Voilà, les particuliers, aujourd'hui, on a l'État a des centaines de fichiers, sur nous, différents fichiers. Et on a aussi, des organismes, que ce soit publics ou privés, qui peuvent, nous ficher. Aujourd'hui, ce qu'on rencontre le plus, c'est des personnes qui sont notamment fichées, bancaires. Donc pour tout ce qui est lié aux incidents de paiement et cetera. Donc là, on est vraiment sur une question de la protection des données parce que ces organismes-là traitent les données, du coup, des citoyens et donc leurs droits peuvent s'appliquer. Donc sur des personnes qui ont, par exemple, eu, voilà, des chèques qui n'ont pas été honorés, des problèmes liés à leur carte bancaire et cetera et qui sont fichés interdits bancaires ou ce genre de choses, fichés Banque de France, derrière la CNIL est compétente et du coup le RGPD s'applique. Donc ces personnes-là peuvent déjà demander à accéder, aux informations, voilà, dans quel cadre je suis fiché, pour quelle, entre guillemets, «pour quelle faute?», pour combien de temps, et cetera. Comment y remédier? Comment rectifier ces informations-là? Et donc c'est des demandes qui soit des fois vont s'exercer, à travers la CNIL, donc on est parfois un intermédiaire, ce qu'on appelle l'exercice du droit, enfin un droit d'accès indirect, soit directement auprès des organismes. Et donc ça, éventuellement, c'est des situations que vous pouvez rencontrer aussi, heu, sur des personnes qui souhaitent effectuer ces demandes-là et pour qui c'est parfois assez flou, parce que, on ne sait pas s'il faut demander à la CNIL, s'il faut demander à tel organisme, et cetera, et cetera. Donc sur tous ces aspects-là, on a aussi des fiches très complètes, hein, synthétiques, qui résument justement, les demandes à effectuer, comment rectifier les informations, combien de temps ces informations sont conservées, et cetera. Donc ça, potentiellement, c'est vraiment des situations que vous pouvez, rencontrer, quand vous accompagnez des personnes. On a aussi tout ce qui est fichier de police ou de gendarmerie lié à la sûreté de l'État. Donc là, on est sur des personnes qui sont fichées, par exemple, au TAJ, donc au traitement des antécédents judiciaires, qui ont pu être jugés et cetera sur tel ou tel fait et qui soit ont envie de savoir ce qui est conservé, sur eux et soit qui, à un moment donné, en fait, ont besoin d'effacer ces informations pour accéder à certains emplois, hein, tout simplement. Donc vous voulez faire, vigile dans certains organismes, voilà, agents de sûreté, ce genre de choses, vous avez besoin parfois d'effacer des mentions, au sein de votre tâche et donc derrière, il va falloir exercer, ce droit-là et qui du coup parfois est toujours un peu compliqué parce que pour accéder aux informations, il va falloir demander à tel organisme, au ministère de l'Intérieur, mais pour effacer les informations, il va falloir passer par un juge, et cetera. Donc il y a vraiment des fois une confusion qui s'opère, pour les personnes, liées à ces sujets. Donc nous, on les conseille, on les aiguille, mais c'est vrai que du coup, vous, c'est aussi peut-être des situations que vous pouvez rencontrer et dans tous les cas, on a vraiment, une fois de plus, hein, je me répète, mais des fiches très complètes sur tous ces aspects-là, donc vous pouvez soit vous, les connaître, les maîtriser ou renvoyer les personnes, vers ces outils-là.
Et aussi, on a tout ce qui est fichier, SIS, donc là, on est sur, en fait, le système d'information Schengen, donc sur, tout ce qui est OQTF, IRTF et cetera, donc des obligations de quitter le territoire français, pour des personnes qui étaient en situation irrégulière, sur le territoire et donc qui, eux, vont être fichés et donc ces personnes-là également ont besoin de savoir, où en est, leur fichage, pour combien de temps, ce fichage est conservé, comment l'effacer et cetera. Donc c'est aussi comment accompagner, ces publics, même si du coup on a déjà des structures, qui s'occupent de ces sujets plus spécifiquement comme la CIMAD et cetera. Mais, peut-être que vous, c'est des situations que vous pouvez rencontrer également. Et donc un autre point, important sur lequel on est saisi, c'est tout ce qui est lié à l'exercice des droits. Donc là, c'est vraiment général, en fait, ça va recouper tout ce qu'on a vu avant. Mais donc le RGPD garantit des droits, à chacun. Donc on a par exemple le droit d'accès, qui est, ce droit en fait de demander à n'importe quel organisme qui détient des données sur nous, de lui demander communication de ces données. Donc en clair, qu'est-ce que vous avez sur moi? Qu'est-ce que vous savez sur moi? Donc ça peut s'appliquer en fait à vraiment un panel qui est extrêmement large, hein. Ça peut être une administration, ça peut être tout organisme privé, donc les réseaux sociaux et cetera. Moi, par exemple, je fais de la sensibilisation dans les écoles, pour les jeunes et cetera, sur la protection des données et et c'est assez amusant, par exemple, de formuler un droit d'accès, auprès de voilà, d'un réseau social comme Instagram, TikTok, et cetera, et de se rendre compte de la quantité, d'informations que ces derniers ont sur nous. Et ça peut être assez impressionnant et ça permet vraiment d'avoir une prise de conscience sur toutes ces traces qu'on laisse derrière nous, que ce soit nos messages privés, que ce soit nos photos, que ce soit tous nos goûts qui sont analysés, et cetera, par des algorithmes, tous les sites consultés, notre géolocalisation, les personnes avec qui on échange, et cetera. On pourrait développer infiniment. C'est assez impressionnant, en fait, aujourd'hui, toutes les données, qu'on laisse. Et donc ce droit d'accès, ça permet de se faire une idée, déjà, de l'ensemble des informations qu'on a divulguées, soit volontairement et consciemment, soit inconsciemment. Et c'est également, un outil, qui peut être important pour accéder, comme je vous disais, à des images, de vidéosurveillance, qui nous concernent, au contenu justement des fichiers, que ce soit des fichiers, publics ou, voilà, si, votre banque ou quoi que ce soit vous affichez, en fait, vous avez le droit de savoir finalement, les informations qu'ils ont sur vous et comment ils les ont classées, comment ils les ont définies. C'est vraiment un droit à connaître, toutes les données personnelles qui sont traitées par un organisme et qui nous concernent. Vous avez également le droit à l'effacement qui est aujourd'hui le plus demandé. C'est-à-dire que c'est un peu, corollaire au droit d'accès. Une fois qu'on sait les informations qu'on a sur nous, on peut demander, dans une certaine mesure, à ce qu'elles soient effacées. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça peut être sur un contenu précis, donc une image. Aujourd'hui, toute image de nous qui est postée, qui est utilisée sur internet et cetera, est une donnée personnelle et donc on a ce droit de demander son effacement. C'est utilisé majoritairement, par, des gens qui ont une image qui leur plaît pas d'eux, qui a été publiée soit par quelqu'un d'autre, du coup sur les réseaux sociaux, soit par eux-mêmes, à une certaine période. On pouvait avoir, je sais pas, un compte, on a perdu le mot de passe et cetera. Donc, on a toujours des informations qui nous concernent, qui circulent, en ligne. Ça peut être également, lié aussi à des articles, de journaux, par exemple, justement pour des faits, commis il y a un certain nombre d'années, des personnes qui ont pu être incarcérées et cetera et qui, au jour, elles veulent dans une, dynamique de réinsertion, ont besoin d'effacer des informations, où il y a leur nom et cetera sur des faits qu'ils ont pu commettre à un moment de leur vie. Heu, donc ça s'applique également dans ces cas-là. Il faut savoir qu'en revanche, le droit à l'effacement, c'est pas un droit qui est absolu. C'est-à-dire que on va pouvoir vous opposer parfois, soit une obligation légale de conserver les documents. Par exemple, toute entreprise a une obligation de conserver des factures pendant 10 ans. C'est inscrit dans le code de commerce. Si moi je contacte, une entreprise et que je demande à effacer la facture qui me concerne, ils vont pouvoir me dire: «Bah non, on a une obligation de le conserver». Donc et c'est pas un droit absolu. Pareil, pour les médias, tout ce qui est droit à l'information. Vous imaginez bien si, demain n'importe qui pouvait faire effacer un article de journal qui le concerne, on aurait plus toute cette possibilité de s'informer et ce travail journalistique. Donc là, derrière, c'est plus compliqué d'effacer un contenu effectivement qui a été publié par un journal ou ce genre de choses.
Et on peut aussi exercer ce qu'on appelle le droit d'opposition. Donc là, c'est une sorte de droit d'effacement plus plus, c'est-à-dire supprimer tout ce que vous avez sur moi, entre guillemets. Et on peut l'exercer, par exemple, quand on en a marre de recevoir voilà, de la newsletter, etc., de la prospection, ou qu'on n'a plus envie qu'un organisme ait des données sur nous. Ça peut être le cas le jour où on quitte un réseau social. Moi, ce que j'explique aux jeunes, quand j'étais ado, j'avais pas mal de réseaux sociaux, etc. En grandissant, on en a moins l'utilité forcément, et donc on n'a pas forcément envie que des milliers d'informations nous concernant, toutes nos discussions personnelles, etc., tous nos fichiers soient conservés sur des serveurs par des entreprises privées. Donc on peut exercer notre droit d'opposition pour demander à ce que ce soit effacé. Donc, ouais, voilà, comme je vous expliquais, problématiques liées aux réseaux sociaux. On rencontre aussi tout ce qui est lié, en fait, au harcèlement, chantage en ligne, que ce soit pour des adultes, des mineurs. Donc vraiment, souvent, on a des cas, par exemple, de revenge porn, donc chez les jeunes, mais pas que, hein, mais où c'est, par exemple, voilà, des personnes qui ont envoyé des photos intimes, à des personnes donc qui étaient proches. Derrière, ces personnes-là vont se venger, pour X ou Y raison et publier, les contenus, que ce soit sur des sites, pornographiques ou des réseaux sociaux et cetera, ou faire circuler dans des groupes privés. Et là, donc, nous, on va pouvoir être compétents afin de les accompagner pour supprimer ces contenus-là. Simplement, il faut comprendre que dès lors qu'un contenu finalement est posté en ligne, on n'a plus le contrôle. Moi, ce que j'explique souvent aux jeunes que je rencontre, c'est vous pouvez mettre une photo, mais après, X personnes pourront en faire une capture d'écran, et cetera, et cetera. Donc, même si vous pouvez demander à chaque réseau social de la supprimer à chaque fois, elle pourra toujours revenir infiniment. Ce qui est vraiment du coup une problématique, et d'inviter les gens à vraiment réfléchir avant de publier un contenu, dans le sens où on en perd rapidement le contrôle, en ligne. Heu et tout ce qui est lié aussi donc à éventuellement du piratage, j'avais eu le cas, enfin on a des cas par exemple de piratage de webcam avec des images qui sont récupérées, ou bah, d'arnaque, d'usurpation. J'avais eu le cas de quelqu'un justement qui s'était fait, qui pensait parler à quelqu'un qu'il avait rencontré sur un site de rencontre, et cetera. Ils ont échangé des photos intimes, et en fait, c'était avéré être une fausse personne. Et donc il a reçu une menace derrière, voilà: «Si vous ne payez pas 5 000 €, on publie votre photo, enfin votre vidéo intime, et cetera», sur plein de sites. Cette personne n'avait pas pu payer. Résultat, quand on tapait son prénom et son nom, sur Google, vous aviez des dizaines et des dizaines de pages qui s'affichaient, donc avec cette vidéo, très intime. Et là, en fait, ça va être extrêmement compliqué parce qu'on est parfois sur des sites qui sont hébergés, dans des pays où c'est beaucoup plus compliqué d'exercer, nos droits, et cetera, de les contraindre à être fermés ou de les poursuivre. Et donc de toute façon, les personnes qui ont la vidéo, même si vous supprimez les contenus X fois, pourront la reposter X fois. Donc c'est vrai que c'est des problématiques qu'on rencontre. Ce qui me mène à vous pointer un autre aspect qui s'appelle le déréférencement, et donc c'est un peu un corollaire, du droit à l'effacement. En clair, on peut demander aujourd'hui à un moteur de recherche, d'effacer, dans les contenus qui sont accessibles, une recherche ou un site en fait qui est lié à son nom. Donc, par exemple, si on tape, moi c'est Marco Vermeil, et que, voilà, j'avais imaginons un article de journal il y a 15 ans qui raconte, voilà, un crime que j'ai pu commettre, j'ai besoin de me réinsérer, et cetera. Je ne vais pas pouvoir faire supprimer, forcément, le contenu sur le journal, parce que du coup, on est vraiment dans un droit à l'information. En revanche, je vais pouvoir demander à un moteur de recherche comme Google ou comme Bing ou comme, Qwant, de derrière, supprimer en fait l'accès à ce lien quand on tape mon nom et mon prénom. Ce qui va quasiment en fait faire disparaître 99 des gens qui pourraient tomber sur ces contenus-là. Et donc, c'est un peu ce qui avait pu être fait justement pour le jeune dont je vous parlais, où dès qu'on tapait son nom et prénom, on tombait sur la vidéo. On ne va pas pouvoir supprimer les vidéos de tous les sites. En revanche, on va pouvoir demander à Google, par exemple, de ne plus afficher ces liens-là. Donc c'est un droit qui est quand même assez important. Donc il y a à retenir parce que ça permet d'accompagner vraiment des personnes, sur ces aspects-là. Ensuite, sujet qu'on reçoit beaucoup, ce qui est lié à la oui, il y a une question? Ah, mais carrément. C'est quelqu'un qui vient juste d'arriver, en fait. Ah d'accord. Ah, Je peux vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît? oui, pardon.
Merci. Oui. Merci. Et donc, pour finir dans les sujets qui nous sont demandés, donc tout ce qui est lié à la prospection commerciale également, très important, donc newsletter, mail, etc., qu'on reçoit aujourd'hui, peut très vite être envahi de différents mails. On ne sait pas forcément d'où ça vient, d'où certains organismes ont obtenu nos données. Évidemment, quand on coche les conditions générales, qu'on accepte, etc., on ne s'amuse pas à les lire toujours, mais donc on peut se rendre compte que des fois, on consent à ce que nos données soient transférées à des centaines d'organismes partenaires, etc., des entreprises pour lesquelles on est client. Et donc rapidement, en fait, nos mails, nos informations personnelles s'éparpillent et c'est exponentiel, hein. Et donc les gens sont vite noyés de tout ce qui est prospection commerciale. Et aujourd'hui, donc, on a effectivement un droit, comme je vous ai expliqué, droit d'opposition, à ne plus recevoir des sollicitations par mail d'entreprises liées à de la pub, ce genre de choses. Et donc, techniquement, normalement, dans tous les mails, vous devez avoir un lien de désabonnement, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en clair, tout le monde peut s'opposer en écrivant à un organisme, voilà, supprimez mes données, arrêtez de m'envoyer de la pub. C'est un droit aujourd'hui qui est légitime et en fait, là, on est du coup sur un droit absolu où l'entreprise ne pourra pas vous opposer une raison particulière pour vous refuser ce droit-là. Et enfin, je vais terminer là-dessus, sur tout ce qui est droit des salariés, parce que c'est éventuellement des choses aussi que vous pouvez rencontrer dans vos activités. Euh, Comme je vous disais, on a des personnes qui voilà, se sentent épiées au travail. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils et de solutions qui permettent de contrôler ces salariés, que ce soit en plus avec le développement du télétravail aujourd'hui. Donc, je vous expliquais les caméras avant, donc on ne va pas revenir sur les caméras, mais on a tout ce qui est dispositif de géolocalisation sur des personnes qui utilisent voilà, des véhicules. Aujourd'hui, c'est assez généralisé. Et donc, il y a vraiment des droits à respecter de la part des employeurs, etc., sur l'information des personnes, sur l'opposition des personnes. Par exemple, si vous êtes VRP, de manière générale, si vous avez une liberté d'organiser en fait, vos déplacements, votre employeur n'est pas du tout censé pouvoir vous contraindre à installer un dispositif de géolocalisation sur votre véhicule. Mais donc, vous voyez, un ensemble de règles assez précises. Je ne vais pas en faire la liste, mais tout est résumé sur notre site. Pareil, sur tout ce qui est accès aux mails, on rencontre beaucoup ce type de questions. Voilà, est-ce que mon employeur peut lire mes mails professionnels? Est-ce qu'il peut accéder à mes fichiers qui sont conservés sur mon ordinateur? Aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, tous les mails qu'on envoie via notre messagerie professionnelle sont présumés avoir un caractère professionnel. Et donc, votre employeur est censé pouvoir y accéder s'il le souhaite. Donc, il faut écrire finalement privé dans l'objet, etc. Ça protège derrière en fait l'accès à ces contenus ou mettre les mails voilà, qui sont plus privés dans un dossier privé, etc. Et c'est la même chose pour les fichiers. En fait, tous les fichiers que vous avez sur votre ordinateur pro, votre employeur en fait peut y accéder si besoin. Et donc, si vous voulez protéger certains fichiers, il faut les mettre dans un dossier qui est vraiment intitulé privé, mais texto. C'est-à-dire que si vous mettez juste info personnel ou ce genre de choses-là, il y a eu des jurisprudences qui n'ont pas retenu justement la possibilité de protéger ces informations-là. Donc, c'est vraiment le mot privé qui est à retenir. Donc, aujourd'hui, voilà, on a des fiches sur à peu près tout ce qui est lié à la protection des salariés. Je disais, avec le télétravail, on a des outils aujourd'hui de comptage, de vérification des logs. On a certaines entreprises qui parfois veulent imposer, par exemple, à leurs salariés d'activer leur caméra en télétravail ou leur micro, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur des pratiques très, très intrusives ou de la géolocalisation pour vérifier que les gens travaillent bien chez eux, etc. Et donc, on a un ensemble, nous, de rappels qui sont effectués. Et vous avez, par exemple, aussi, cas classique, l'obligation d'allumer la caméra lors d'une visio. Voilà, quand on est en visio, on n'a pas forcément tous envie d'allumer notre caméra. Et donc la question s'était posée de est-ce qu'un employeur peut contraindre un salarié à allumer sa caméra? Et donc il y avait eu certaines réflexions. Et aujourd'hui, on considère que dès lors qu'il y a une possibilité qui est laissée au salarié via l'outil d'installer un flou d'arrière-plan, là, comme j'ai fait, effectivement, l'employeur peut imposer le fait d'activer une caméra, dans le sens où normalement, dans des conditions de travail plus standards, on est censé se voir. Et donc, on
peut comprendre que ce soit une nécessité dans le cas d'une réunion, etc. Mais il faut avoir cette possibilité de flouter, en fait, parce que pour ne pas révéler des données personnelles ou des informations sur notre domicile ou ce genre de choses. Donc, je vais finir là-dessus. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, on peut évoquer ces points ensemble. Alors, merci. Il y a déjà quelques questions dans le chat. Alors, je vais reprendre la question de Lise. France Identité pourrait être ouvert à des structures privées? C'est une question? Oui. Alors, Est-ce oui, que- mais en fait, c'est peut-être moi qui... Je reprécise ma question, Aurélien, si ça te Ouais, te vas-y, va. je t'en prie. J'ai peut-être pas bien identifié entre France Identité et le service France Connect Plus la réelle différence, parce que pour moi, l'identité numérique via la poste, c'était France Identité. Du coup, c'était ouvert uniquement aux administrations, enfin, dans un premier temps sur le CPF, et avec vocation à s'élargir à toute démarche en ligne qui ferait appel à des transactions financières ou transmission de cartes d'identité. Et du coup, je m'interrogeais sur, mais Julien a un petit peu répondu, mais c'est être sûr que j'avais bien compris, sur les solutions qui existaient effectivement avec les structures privées. Ouais, alors pour le coup, moi, c'est vrai que j'ai pas d'éléments à vous donner encore là-dessus. Personnellement, j'ai pas travaillé sur ce sujet de France Identité, donc j'ai pas vraiment le niveau de détail à vous apporter sur ce sujet. Je suis désolé. Une autre question d'Hervé et Mathieu concernant le volet sur les caméras. Qu'en est-il des caméras embarquées dans les véhicules des particuliers? Alors effectivement, sur les caméras embarquées, il y a plusieurs éléments. Donc ça peut être soit une caméra, ce qu'on va appeler les dashcams, en fait, ce qu'on retrouve dans certains États. Par exemple, en Russie, en fait, les assureurs, etc., imposent beaucoup de dashcams. Donc c'est une caméra qui va filmer, pour le coup, aussi la voie publique. Donc je ne sais pas si votre question relève de la caméra qui filme la voie publique ou une caméra qui va filmer l'intérieur du véhicule. Bonjour. Ma question, elle concernait, non, c'est ça, c'est les dashcams, parce que j'ai rencontré un usager qui faisait l'acquisition de ça en vente libre sur Amazon, Ouais. et il se posait la question de est-ce que j'ai le droit de l'installer ou pas, quoi. Mais c'était pour filmer la voie publique en prévision d'un éventuel conflit ou. Oui. Alors effectivement, vous avez aujourd'hui, comme je vous expliquais, ceux qui peuvent filmer la voie publique, c'est essentiellement justement des forces publiques. Donc le Code de la sécurité intérieure ne permet pas aujourd'hui à des particuliers de filmer la voie publique. Donc techniquement, aujourd'hui, le dispositif de dashcam qui va filmer la route, etc., du coup, n'est pas légal, enfin en tout cas, n'a pas de cadre légal qui permet son utilisation. Après, vous avez aussi des taxis, par exemple, qui utilisent des caméras internes. Je rebondis juste là-dessus. Mais du coup, qui vont filmer l'intérieur du véhicule. Et là, on est un peu sur les mêmes règles, donc information, etc. Il faut que ce soit justifié, il faut que les personnes puissent exercer leurs droits, ce genre de choses. Il faut que ce soit légitime. Mais en tout cas, pour ce qui est de filmer la voie publique, aujourd'hui, ce n'est pas permis. Même si on rencontre aussi des problématiques, par exemple, vous voyez, sur les Tesla, ils ont des dispositifs lors d'un choc ou quoi que ce soit, il y a des caméras qui vont filmer autour du véhicule pour pouvoir identifier un véhicule qui éventuellement vous aurait abîmé votre voiture lorsque vous n'étiez pas dedans, etc. Et donc enregistrer sa plaque ou des images. Aujourd'hui, nous, on est en train d'évoquer ces sujets justement à la CNIL pour voir quel cadre on peut apporter à ces pratiques-là. Ça marche, merci. Une question de Julien. Comment faire supprimer une information lorsqu'une personne est accusée à tort, sauf droit à l'oubli? Du coup, si une personne est accusée à tort, pour le coup, là, on est vraiment en dehors du scope de la protection de données. On est sur un point de vue du coup civil, pénal, etc. Et donc là, il va falloir passer par un juge pour le coup et pas uniquement par la CNIL. Ça va au-delà finalement de notre compétence. On peut parler de diffamation, ce genre de choses. Et du coup, là, pour le coup, ça va être vraiment au tribunal que ça va se passer. D'accord. D'autres questions? Parce que j'ai vu le timer réunion Teams qui m'indique 5 minutes restantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, du coup, vous disiez que vous êtes en train de vous outiller, enfin, d'avoir des supports qui sont de plus en plus nombreux sur cette question-là, qu'effectivement, nous, on peut s'appuyer sur la CNIL quand il y a des questions de nos utilisateurs sur ce sujet-là. À l'inverse, quand il y a des personnes qui vous posent des questions très, très techniques, mais qui, à côté de ça, n'ont pas les compétences manipulatoires, est-ce que la réciproque est vraie de leur donner aussi à voir comment ils peuvent être accompagnés localement par les conseillers numériques France Service, entre autres, et les médiateurs du territoire, pour voilà, avoir un accompagnement au-delà de la connaissance de leurs droits, de la manipulation de leurs données. Exactement. Alors, moi, c'est vrai qu'on pousse, moi, j'ai souvent des personnes, voilà, qui des fois ne sont pas forcément à l'aise avec la technique en tant que telle et du coup, j'essaie de voir avec eux quel est le France Service, le plus proche de leur domicile ou de les renvoyer justement enfin, vers ces intermédiaires-là, et vers vous. Mais là, vraiment, ce que je vous expliquais, c'est qu'on développe, ça va se faire dans les prochains mois, un pôle de sensibilisation aux droits des particuliers qui va être amené à travailler avec des relais. Et pour nous, c'est essentiel aujourd'hui de travailler avec des professionnels de l'inclusion numérique, des conseillers numériques. Et donc, on va essayer de développer aussi des ressources un peu plus pédagogiques et plus pratiques, entre guillemets, qu'on va pouvoir vous transmettre. Mais l'idée, ça va être aussi finalement de vous concerter sur vous, les problématiques que vous rencontrez, etc. et comment on peut travailler ensemble justement pour accompagner ces particuliers. Ok, justement, ça allait être ma question de se dire ces ressources-là, si l'idée c'est qu'on s'en empare, comment c'est co-construit sur du coup. Oui, justement, ça va se développer. Ok. Ouais. Très bien. On va clôturer là parce que sinon on va se faire couper la chic par Microsoft. On fera mieux, Monsieur Vermet, on utilisera d'autres outils, promis la prochaine fois. Donc, je prends la critique. Je vous enverrai un lien aussi avec justement tous les outils alternatifs que propose la CNIL justement. Je veux bien. Et je ferai diffuser ça aux différents acteurs également, effectivement. On est tous habitués à certains outils, donc on peut Ouais, éviter de se faire piéger. très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Il y a une toute dernière question. Alors, je ne sais pas, j'espère qu'on ne va pas se faire couper. Doit-on utiliser obligatoirement un mandat CNIL lorsqu'on accompagne un usager Amélie? Alors, dans quel cadre? Parce que là, pour le coup, ça ne me parle pas particulièrement, un mandat CNIL. Dans les démarches Amélie CAF, Julien, peut-être ouvrir ton micro pour préciser. Dans les démarches en ligne avec identifiant et mot de passe. Julien, il travaille en maison France Service, sur la Comcom Pithiviers-Gâtinais en maison France Service, si je ne me trompe pas. Je pense que du coup, sa question, c'est quand il accompagne du coup des personnes sur les démarches Amélie CAF avec peut-être le fait qu'ils remplissent à leur place parfois, est-ce qu'il faut leur faire signer un mandat s'il n'est pas labellisé dans Connect? Tu me dis, Julien, si j'ai travesti ce que j'imaginais de ton propos. C'est exact, c'est bon. Alors, je ne sais pas, ça risque de couper la visio ou on devrait avoir 1 ou 2 minutes encore. Ah oui, d'accord. En fait, c'est la question du mandat est-ce qu'une personne, justement, vous donne droit de se connecter avec ses identifiants et d'exercer une démarche à sa place? C'est ça votre question? Oui. D'accord. En fait, on a une page qui est intéressante, qui est justement comment mieux protéger les données de vos usagers dans le cadre des démarches en ligne. Je ne vais pas entièrement la reprendre avec vous, mais en fait, on a toutes les bonnes pratiques à effectuer, comment informer, comment sensibiliser, comment effacer les traces, etc. Donc, c'est vraiment dans votre cœur de métier. Et effectivement, on explique s'il faut exercer, signer un mandat, etc., ce genre de choses. Donc, tout est défini là-dedans. Là, vu qu'on a peu de temps, je vous enverrai la page et comme ça, vous pourrez en prendre connaissance. Mais effectivement, de manière générale, utiliser un mandat, que ce soit sur des personnes, dès lors que vous allez vraiment vous connecter, exercer leurs droits à leur place en les accompagnant, ça peut vous sécuriser, vous aussi, dans vos pratiques. Je vous remercie. Le mandat doit expliquer en fait l'objet de l'intervention, la raison pour laquelle les informations sont collectées, la possibilité de révoquer à tout moment le mandat. On recommande que ce soit fait par écrit. On propose même un modèle de mandat tout fait que vous pouvez utiliser. Ce qui serait top au-delà de ce modèle de mandat, c'est un espèce d'outil qui vulgarise pourquoi, quel est le sens, parce qu'au final, quand les conseillers numériques accompagnent sur des démarches administratives, ça prend déjà beaucoup de temps et
de vulgariser cette notion de mandat, c'est hyper compliqué parce que ça fait appel à des choses juridiques derrière. Et moi, je trouve qu'on n'est pas assez outillé dans notre pratique là-dessus. Et du coup, c'est aussi quelque chose en termes d'outils de sensibilisation et nous de communication dans notre quotidien où je pense que ça pourrait faire sens. Tout à fait. C'est vrai qu'il faudrait qu'on travaille à quelque chose comme ça. De toute façon, Monsieur Foucret pourra vous donner mes coordonnées. C'est vrai que là, du coup, on va forcément travailler sur ces aspects-là les prochains mois. Donc, on pourrait… Ça y est, ça a coupé. Non, c'est… Non, si, il n'y a plus que nous. Oh, mince. Non, c'est bon. Ça avait frisé. Oui, ça frise. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu, du coup. Non, on n'a pas entendu la fin de votre propos. Oui, du coup, j'ai expliqué que vous pourrez donner mes coordonnées parce que là, dans les prochains mois à venir, on va travailler vers une coopération justement pour créer ce type d'outils. Et donc, d'avoir votre retour là-dessus, c'est très important et on pourra rester en contact pour justement réfléchir à un outil de la sorte. Je vois quelqu'un qui lève la main. Oui, Hervé et Mathieu. Oui, c'est moi. Juste une précision par rapport à la question qui vient d'être posée, puisque moi je travaille avec un collectif qui s'appelle Pédagogeux dans le domaine du jeu vidéo. Ils ont tout un tas de petites fiches pédagogiques qui sont vraiment sympathiques, hein, qui résument des thématiques qu'on nous pose souvent comme question. Donc là, je vous avoue à ma plus grande honte que je ne suis pas allé voir sur votre site, donc je ne sais pas si vous avez ça à disposition. Mais si vous ne l'avez pas, ça peut être une piste à creuser, des petites fiches qu'on pourrait justement distribuer aux usagers et qui vont résumer de manière synthétique des points clés qu'on nous pose souvent. Alors nous, c'est un peu l'essence de notre site. On a des fiches liées à chaque sujet, par exemple, voilà, mon employeur a mis une caméra, s'il a le droit, etc., avec tout qui est résumé. Après, sur du format vidéo, on a fait ça uniquement pour les enfants, pour accompagner les mineurs à la protection des données. On n'a pas encore fait de format vidéo pour les particuliers de manière générale. Mais on a ce système de fiches. Alors aujourd'hui, justement, on aimerait réfléchir à des fiches plus pédagogiques encore que ce qu'on a sur notre site. Donc, on va effectivement s'y pencher. D'autres questions? Ok, merci. Très bien. Merci. Merci bien, Monsieur Vermet. En tout cas, c'était super instructif. Et Merci du coup, je transmettrai votre mail aux personnes intéressées. Tout à fait. N'hésitez pas. Et éventuellement, peut-être qu'un jour, on sera amené à collaborer sur un autre webinaire ou sur d'autres sujets. En tout cas, merci bien pour… Merci à vous. C'est parfait, merci. Et on fera mieux, promis, on utilisera d'autres outils.